Salut à tous les amis, merci de nous faire confiance, bienvenue dans la feuille de match, votre émission de pronostic et je suis heureux de reprendre ma place. Bon, pareil, j'ai du souci à me faire, mais bon, ça, voilà, on sait, enfin on choisit son équipe, hein, bien évidemment, on sait qu'il était un bon, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a proposé ce remplacement. Merci à Pascal Bon de m'avoir remplacé au pied levé. Bonsoir à toi Pascal. Merci Oni et merci à tous ceux qui ont pu aussi participer, comme je l'ai dit, hein, humblement. Il y a une j'ai reçu une litanie de messages, Oni fais attention, il va te voler ta place, il est très bon. Bon écoute, hein, moi je suis content que tu l'aies remplacé, que tu l'aies bien fait. Très bien. Merci. Alors justement Pascal, ton client ce soir, oui, ce sera Kurt Zouma. Excellent. Le père Zouma accusé d'avoir battu son chat. Notre client en fin d'émission. Bonsoir Patrice Basile. Bonsoir, très heureux d'être là parmi vous encore une fois. Toujours aussi féru de football, mais également d'automobile. Bien sûr, ben, je m'intéresse un peu à tout, mais le football, ça reste quand même une passion, c'est vrai. Bruno Michovigne nous fait l'amitié d'être là ce soir. Salut Bruno. Salut, toujours un plaisir d'être dans cette très belle équipe. Et ça fait plaisir. Et puis, on a un invité ce soir. Qui a déjà pris ta place aussi. Qui a déjà pris ta place aussi, effectivement. Voilà, ça fait deux, j'en ai deux. Il y a du bon. Pour le prix d'un. Je ne sais pas pourquoi je veux l'appeler Maître Gims. ça n'a rien à voir. Rappelle-moi ton prénom. Matt Le Buzz. Voilà, Matt Le Buzz, exactement. Je suis dans Matt, je suis dans Maître Gims. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, les amis, ce soir, nous allons parler de football, mais également de pronostics, comme chaque jeudi, avec la grille numéro 10 du Loto Foot 15, du Parion Sport Loto Foot 15. Il y a 500 000 € à gagner. Je peux vous dire que ça, en ces temps de crise, ça peut faire du bien. Patrick Basile a fait un 12 sur 14 le week-end dernier. C'est pas mal. Et je crois que c'est Clermont qui t'a planté. Alors que moi-même, j'avais annoncé que Clermont allait gagner. Bah oui, c'est ballot quand même. Hein. Je me souviens de ça. Il a loupé de peu le 13. Il n'y a pas cru assez. Non. La confiance. Exactement. Alors je vous propose d'ailleurs la grille qui va s'afficher à l'instant même sur vos écrans. Regardez là. Et on va bien évidemment la détailler, la descendre, la décrypter, tout ce que vous voulez. Elle est à valider avant dimanche 13 février, veille de Saint-Valentin, pour offrir de beaux cadeaux à madame, messieurs. 9h55 ici en heure locale avec 14 rencontres. Metz, Marseille, Nantes, Reims, Angers, Strasbourg, Brest, 3, Clermont, Saint-Etienne, Lens, Bordeaux, Espanyol, Barcelone, FC Barcelone, Levante, Betis, Séville, Burnley, Liverpool, Tottenham, Wolverhampton, Leicester, West Ham, Union Berlin, Borussia Dortmund, Sassuolo, AS Roma et Atalanta Bergame, Juventus de Turin. Les amis, avant de commencer et de descendre la grille, j'ai envie de vous parler de Coupe de France. Très brièvement. Marseille éliminé par Nice. Le Paris Saint-Germain éliminé par Nice. Nice doit-il obligatoirement gagner la Coupe de France, sinon c'est un échec? C'est une question. En tout cas, ils ont les crocs. J'ai entendu une interview de Andy Delors. On sent qu'ils sont vraiment... voilà, ils misent là-dessus. Attention, petit poussé Versailles, qui continue à son petit bonhomme de chemin. Voilà, ils ne sont pas attendus et chaque fois, ils font un super résultat. Voilà, mais c'est vrai que non. On sent quand même que pour cette coupe, Nice a vraiment les crocs, a peut-être les moyens d'avoir son premier trophée avec, il faut le dire, un effectif à la hauteur. Et puis bon, moi j'étais déjà Patrick Kluivert, donc Justin, ça me va bien aussi, c'est excellent. Je sais pas pourquoi il a été recruté, j'ai pas encore vu ses qualités. En tout cas, sur ce match-là, à confirmer, il a montré pas mal de choses sur le plan de la fois d'intelligence de jeu, mais aussi techniquement parlant, c'était très très abouti, passeur, double buteur, pas faire mieux. Ben moi, je pense que c'est effectivement Nice qui est favori et qui va gagner cette coupe. D'abord parce qu'ils ont montré qu'ils avaient un super potentiel et puis surtout, ils ont un entraîneur qui s'appelle Galtier. Galtier, pour moi, c'est un petit peu une sorte de Deschamps bis. C'est quelqu'un qui sait préparer ses hommes, qui sait les motiver. Il a été champion de France donc l'année dernière. Cette année, je sais qu'il va tout faire pour que son équipe soit gagnante en Coupe de France. Contre Paris, il nous a bien piégés, encore une fois. Contre Marseille, c'était pareil. Il a su les jouer comme il faut, avec des joueurs surmotivés. Donc pour moi, effectivement, Nice ne peut pas perdre cette coupe et c'est eux qui vont gagner, c'est clair. Enfin, dans les deux matchs contre Nice-PSG et Nice-Marseille, les deux équipes, donc PSG et Marseille, n'ont pas joué.
En fait, il y a eu, je ne sais pas s'il y avait une idée de supériorité en tout cas. En tout cas, Nice a fait son jeu, était présent. Et Marseille, on l'a vu dans le match, a été très décevant dans toutes les Payet qu'on n'a pas vu. Enfin, un gardien de but également. Under qui était dans la cave. Et c'est vrai, tu l'as dit, ce Chlorivert, enfin, parce que quand on fait la comparaison, on sait quel joueur a été le papa. Il a aussi la pression. Il commence à montrer ses qualités de finisseur et de rapidité. Donc oui, effectivement, pour répondre à la question, Nice maintenant qui a éliminé quand même les deux clubs phares du championnat de France et historique, Paris et Marseille, en plus surtout quand on voit qu'il y a des Versailles, etc., n'a pas d'autre choix que de l'emporter. Ça ferait un très beau vainqueur. Je crois qu'il y a Monaco toujours, non? Oui, Monaco, bien évidemment, Monaco qui va affronter Nantes en demi-finale, Nice qui va affronter Versailles. Mais en tout cas, la question c'est que... Ouais, normalement, Nice va en finale, normalement. Mais remporté après avoir battu les deux cadors. Mais Monaco est là, donc effectivement, ça peut faire un très beau derby au final. C'est bizarre cette couleur de maillot aujourd'hui. Ne serais-tu un fan de Monaco par exemple? Non, pas du tout. Non. je suis parisien, moi. Mais c'est vrai que Nice, c'est particulier parce que c'est pas une équipe qui tire beaucoup au but. Et Galtier, pour moi, c'est un peu un sorcier. Et c'est vrai que c'est une équipe qui ne fournit pas énormément de football, qui n'a pas beaucoup de jeu, assez pauvre en jeu, mais pourtant, c'est solide. À la Galtier. Ça va très vite devant. Et c'est vrai que c'est pas la plus belle équipe à regarder, mais ça a des résultats incroyables, quoi. Je suis fasciné par Galtier. Efficacité. Efficacité. Merci messieurs, nous allons passer à la grille du Loto Foot 15. Je l'ai dit tout à l'heure, Paris 11 Sport Loto Foot 15, grille numéro 10 à valider avant dimanche 13 février, 9h55 ici en heure locale. Match numéro 1, on commence par les Marseillais. Marseille qui se déplace à Metz. Les deux équipes restent sur 4 matchs nuls consécutifs, mais Metz n'a plus battu l'OM depuis le 3 février 2017, soit exactement 6 rencontres. On regarde d'ailleurs l'historique des rencontres entre ces deux formations et vous allez voir que ce sont les Marseillais qui mènent très largement, 58 victoires à 35. Pascal Bon. Oui, c'est vrai que dans ce match-là, il y a deux éléments. C'est effectivement la modeste place de l'équipe de Metz, mais qui est toujours une équipe il faut faire attention puisqu'il y a un entraîneur qu'on aime bien aussi derrière. Mais il y a aussi cette défaite qui compte, même si c'est la Coupe de France face, donc on l'a dit tout à l'heure, à Nice, pour Marseille. Mais Marseille a du jeu, Marseille n'est pas second dauphin par hasard. Donc pour moi, il n'y a pas de difficulté. Outre peut-être une petite surprise de match nul parce que l'efficacité ne serait pas au rendez-vous à l'extérieur. Moi, il me semble que Marseille a les atouts pour pouvoir enfoncer et conserver et mériter sa seconde place actuelle. Alors moi je vais redire encore ce que j'ai dit la semaine dernière au sujet de Clermont-Nice, puisqu'on avait dit que Nice-Clermont c'était réglé pour Nice, mais non. Du coup Nice a perdu. Pourquoi? Parce que Nice encore une fois a sous-estimé cette équipe de Clermont. Et là je dirais la même chose pour Metz-Marseille. Voilà pourquoi. Parce que Marseille effectivement sur le papier évidemment est favori. Mais ils ont pris un petit coup sur la tête quand même, parce que quand on prend 4 buts, ça fait mal derrière la tête. Antonetti, à mon avis, a dû préparer ce match depuis très longtemps, depuis une semaine au moins. Ils vont arriver, ça va être des guerriers, ils veulent se payer du Marseille à tout prix, et puis ils ont besoin de points. On ne sait pas, parce qu'il faut savoir aussi que Marseille, enfin, j'attends votre avis, mes collègues, mais Marseille peut jouer très très bien, comme il peut jouer très mal. Ça dépend si Payet est en forme, ça dépend si Milic est en forme, ça dépend si plein de choses. Et là, ils vont être un peu fatigués quand même du match qu'ils ont joué contre Nice. Et donc voilà. Donc moi, je crois que Marseille, effectivement, devrait être favori sur ce match, mais c'est un match qui peut aboutir à quelque chose d'incroyable, soit une victoire de Metz peut-être, ou alors soit un carton de Marseille qui va se réveiller, qui va avoir envie de se venger sur cette équipe de Metz. Voilà. Moi aussi je suis d'accord, c'est un match où tout peut se passer finalement. Quand on regarde le dernier résultat, on ne sait pas Marseille sur courant alternatif, et Metz, tu l'as dit justement, a besoin de points. Et quand on a une équipe comme ça qui est aussi mal classée et qui a besoin de points, surtout on peut parler d'Antonetti, de l'entraîneur. C'est un entraîneur aussi qui est capable de galvaniser ses équipes, surtout dans des matchs comme ça, des matchs où le stade sera certainement plein, et il faut se méfier des hommes d'Antonetti. Donc moi je vois quand même, allez, je fais un pronostic fou de victoire de Metz, le 1. Metz se cherche beaucoup quand même en cette période-là, parce que je crois qu'ils ont peut-être des gens qui sont partis à la CAN, ou je sais plus en tout cas. Mian Mguet, ça se cherche encore pour l'instant, après le mois de janvier, après la prépa de janvier.
Donc je vois mal Marseille perdre. Surtout que Marseille c'est un peu un diesel, c'est-à-dire qu'ils commencent très mal les matchs, mais une fois que ça part fort. Et j'ai pas l'impression qu'ils vont perdre ce match. Il y a des diesels qui calent quand même. Non, mais c'est vraiment en difficulté depuis la reprise. Je sais pas si c'est un problème de Et prépa. pas deux fois de suite. Je sais pas, je ne devrais pas gagner ce match. Match suivant, match numéro 2, Nantes-Reims. Reims qui reste sur une série de 3 victoires consécutives face à Nantes. Est-ce la fin de série, messieurs, pour des Nantais qui seront tout auréolés de leur qualification jeudi pour les demi-finales de la Coupe de France? C'est la question que je pose à Pascal. Oui, pour moi c'est une question aussi qui mérite d'être posée, en sachant que Nantes à domicile arrive avec des certitudes, une pleine confiance. Au classement aussi, je vois une logique assez intéressante. On voit Nantes qui est bien campé en première partie de tableau avec des matchs plus souvent aboutis. On a un Blas qui revient bien. Reims, il y a du mieux. Oui, c'était élogieux, le fameux carton il n'y a pas longtemps. Mais face à cette équipe de Nantes, je ne vois pas Reims l'emporter à l'extérieur. Donc je vois quand même une victoire de Nantes à domicile sans difficulté. Encore un match difficile à pronostiquer parce que, oui, Nantes avait bien démarré ce championnat. Nantes nous fournissait un football léché, dynamique, avec un Camboiré qui avait vraiment envie d'une équipe qui montait à l'offensive, etc. Bon. Mais au bout d'un moment, on a senti un essoufflement quand même. On a senti que cette équipe commençait un petit peu à prendre pas mal de buts, et c'est un petit peu leur problème aujourd'hui, c'est qu'ils prennent beaucoup de buts malheureusement, et j'ai l'impression que la mécanique bien huilée du début est en train de s'enrayer. Après, Reims, bon évidemment est limité, hein, c'est ce Reims-là qui a battu Bordeaux 5-0, pour moi c'était un petit peu une sorte de feu d'artifice qui ne va pas se reproduire. Mais bon, ils ont quand même un super joueur, franchement, qui depuis le début de la saison nous épate, c'est Kitike, et que je crois qu'il a de grandes ambitions, et tout peut arriver. Mais bon, Nantes, chez eux, reste quand même une équipe solide. Donc moi, je mettrais quand même Nantes vainqueur. Mais attention à ce Reims qui peut créer aussi une surprise dans ce match. Moi aussi, je pense que c'est un match qui est très ouvert aussi. Et les deux équipes peuvent l'emporter, c'est ça le problème. Nantes nous déçoit un petit peu, vous l'avez très bien dit. Et Reims, c'est une équipe qui est quand même bagarreuse, qui est, quand elle, on l'a vu lors du carton dont tu faisais contre Bordeaux, est capable d'enfiler les buts, et ça peut aller très vite. Donc moi je me méfie quand même, et c'est pour ça que je vais faire quand même pronostiquer une victoire de part et d'autre. Pourquoi c'est un match ouvert? C'est parce que Reims, en fait, à l'extérieur, c'est une équipe qui se cherche beaucoup. Reims, ils jouent tout le temps, ils changent tout le temps de schéma. Soit ils sont à 5, soit ils sont à 4, et à chaque fois ils changent les milieux. Kassama ou Kebal, à chaque fois ils vont tourner. Parce qu'ils n'ont pas la même configuration à domicile et à l'extérieur. Donc effectivement là ce sera à Nantes, il y a moins qu'encore ils soient à 5 et qu'ils refusent le jeu, et c'est vrai que ça change la physionomie du match, comme à Bordeaux où ils ont vraiment essayé de jouer. Donc ça dépend des ambitions de Reims, tout dépend de comment ils vont partir pour ce match, donc c'est très difficile à pronostiquer effectivement. Match suivant, match numéro 3, Angers-Strasbourg. Regardez déjà l'historique des rencontres entre les deux formations historiques qui va s'afficher sur votre écran, et vous allez voir que c'est somme toute assez équilibré. 20 matchs nuls, 18 victoires pour Strasbourg, 17 pour Angers. Angers était vaincu depuis 2 matchs, mais Strasbourg a remporté le dernier match du côté d'Angers. Moi, je vois un match nul, pour faire simple. Moi, je serais un peu plus ouvert. Je vois peut-être ce match nul-là, mais je vois quand même un Strasbourg solide à l'extérieur et pour l'emporter. Donc, pourquoi? Parce que, oui, les deux équipes sont actuellement dans une dynamique assez intéressante. On a dit pour Angers, 2 matchs sans défaite. Bon, ils étaient passés par une espèce de, on va dire, un trou, pas si c'était normand, mais il y avait du moins bon, alors qu'ils avaient bien commencé en début de championnat. Et puis c'est vrai qu'ils ont un peu coincé, peut-être au détour de la CAN, voilà, je sais pas. Mais en tout cas, Strasbourg en face, ça reste solide. J'ai vu qu'ils ont gagné dans la difficulté. Hein. La semaine dernière, c'était... Ouais, voilà, c'était pas, c'est pas le match le plus abouti, mais on sent qu'ils sont quand même, il y a quelque chose, on a dit depuis le début de l'année, autour, l'encadrement, le club, il y a quelque chose cette année qui fait que c'est solide, donc je crois en cette 4e place qui est oui, peut-être étonnante, hein. Étonnante, mais je crois qu'elle va pas être disputée autour de ce match face à Angers. Je vois plutôt une victoire de Strasbourg, même si je compte sur parce que quand j'ai vu les premières 10 minutes contre Marseille,
même s'ils ont perdu, ça a bien joué, ça a bien pivoté devant, il y avait de bons échanges, donc on peut compter aussi sur Angers pour continuer à domicile à essayer de faire du mieux, mais je vois plus un match nul ou une victoire à l'extérieur de Strasbourg. Oui, je rejoins l'avis de Pascal, d'autant que Strasbourg, le petit plus dont parlait Pascal, c'est forcément pour moi Julien Stéphan. Parce que depuis son arrivée, l'équipe s'est transformée complètement. Elle est devenue très, très séduisante dans le jeu, beaucoup d'offensives, tout comme Nantes, avec des joueurs en plus qui se sont révélés, comme Ajorc notamment, Diallo, Gamero aussi, qui était un peu dans le trou aussi à l'époque. Donc c'est une équipe qui a vraiment une cadence, on peut dire, infernale pour être à 4e à ce stade de la compétition, qui sont vraiment solides. Et en face, on a un Angers, à l'inverse, qui en perdant son entraîneur fétiche, c'est-à-dire Stéphane Moulin, j'ai l'impression que c'est un peu désuni. Le Moulin tourne plus. Voilà, le Moulin ne tourne plus. Pour moi, ça a été une grande perte, le départ de Moulin. Et cette équipe d'Angers, aujourd'hui, est devenue, excusez-moi l'expression, une équipe un peu bof, qui ne propose rien de bien, d'intéressant, avec une attaque faible. Et visiblement, Batik n'a pas trouvé la clé. Donc pour moi, je rejoins Maître Bon, Strasbourg a plus de chances de gagner ce match parce que Strasbourg propose plus de choses. Et normalement, il devrait arriver à gagner ce match à l'extérieur. Moi aussi, je suis de cet avis. En plus, quand on regarde les derniers matchs de Strasbourg, sur les 6 derniers matchs, c'est quand même 5 victoires et une seule défaite. Tu as mentionné Ajor, quel joueur capable de mettre des mines dans la lucarne opposée. Il a vraiment, on le suivait depuis 2-3 ans, mais là, on a vraiment l'impression que cette année, il est libéré et c'est un super joueur qui plante. Donc moi aussi, je vois la victoire des Strasbourgeois. En tout cas, quoi qu'il arrive, ce sera un beau match parce que c'est pour moi deux de mes chouchous cette saison. Parce que c'est deux équipes qui jouent beaucoup. Donc du coup, il y aura des buts. Strasbourg, ils ont pris une défaite, la défaite à Bordeaux, ils ont pris 4 buts. Mais c'est parce qu'ils jouent tellement qu'ils prennent beaucoup de risques et c'est joli à voir. Donc on aura, je pense, un match avec beaucoup de buts. Donc, deux équipes qui, selon Matt Lebuzz, ont l'ADN dans le... Ouais, voilà, on a oublié le sang, le beau jeu dans leur ADN. Que Nantes joue cette semaine et Nantes sera peut-être fatigué pour le match. C'est sûr. Match suivant, match numéro 4, Brest 3. Brest qui n'a plus perdu depuis 3 matchs face à 3. On regarde tout de suite avant vos commentaires, messieurs, l'historique des rencontres entre les deux équipes. Vous allez voir là aussi, c'est très équilibré. 7 victoires pour Brest, 5 pour les Troyens et 6 matchs nuls. Donc voilà, comme Brest joue à domicile, je dirais la faveur de mon pronostic vers l'équipe qui reçoit. Pascal. Oui, sur ce match-là, je vais encore taquiner mon voisin de droite. C'est le match semi-bof. Pourquoi ? Parce que je pense que sous le plan de la qualité, de divertissement, dans ce qu'on a appris, ça ne va pas être le match du siècle. Mais je suis un peu d'avis de Rooney. Je pense que Brest a quand même plus d'armes à domicile pour pouvoir l'emporter, même s'ils ont perdu au cours du mercato leur meilleur joueur. Bon, c'est un peu particulier, moi je trouve. Parce qu'il y avait quand même de beaux matchs de Brest depuis le début. Je sais pas pourquoi rapporter son meilleur joueur parti comme ça à Lyon. Je sais pas. En tout cas, c'est des considérations financières. Mais pour autant, j'ai vu que malgré ce départ, il y a quand même du bon chez Brest. Et 3, mon sens, n'aura pas les moyens de pouvoir gagner 3 points. Donc soit un match nul, du match de bof, ou soit une victoire à domicile de Brest, comme le dit Rooney. Je souscris, je suis d'accord. Ce sera pour moi le match bof de la grille française. Parce qu'effectivement, 3, on connaît maintenant leur problème. C'est que c'est une équipe qui ne propose rien de bien intéressant. À une époque, on disait que c'était 3.3. Bon, là maintenant, ils commencent un petit peu à être un peu plus solides derrière. C'est un peu plus compliqué à les battre. Et Brest, en plus, ils ont perdu Fèvre, leur atout majeur, on va dire. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer aujourd'hui de plus ? Bon. Moi, je dirais que ce match, effectivement, va se terminer par un match nul, en tant que match bof, puisque chaque fois qu'on a pronostiqué un match bof, ça a toujours été un match nul. Donc, pour l'instant, on a 5 bofs de pronostiquer. 5 bofs nuls. Voilà. Donc, en fait, ce match ne va pas être très folichon à voir, c'est vrai. Bon, maintenant, je dirais que si on doit donner un pronostic quand même, forcément, Brest chez eux, contre 3, a un petit peu la faveur, mais très peu, très peu, franchement. Moi aussi, je vois un match nul, à moins que notre ami Matt Lebuzz nous dise que ce sont encore ces 2 meilleures équipes
Là, clairement pas. Non. Non, là, on est bon. Là, Là, c'est les pires. parce que tout à l'heure, tu m'as quand même étonné. Angers, Strasbourg, c'est Strasbourg joue bien. Voilà. Oui, mais non, c'est pour rigoler un petit peu. Mais là aussi, effectivement, je suis comme vous, les amis. Je pense que c'est un match qui risque de se terminer en match nul. Oui, là c'est un moment. Là c'est le contraire. Pour moi, c'est les pires équipes presque du championnat. Surtout à Sanfèvre, là, à Brest, c'est difficile à regarder. Ouais. Et 3, une petite de Ligue 2 quand même. Hein. Ouais, ça sent un peu la Ligue 2. C'est un peu la Ligue 2. Ils sont habitués. En tout cas, ils sont dans la charrette. Ils sont sponsorisés par Otis. Merci les amis pour cette première partie. On se retrouve tout à l'heure et je vous promets une petite visite du côté des volcans d'Auvergne. À tout à l'heure. Retour sur le plateau de la feuille de match. Nous sommes en train de descendre ensemble la grille numéro 10 du Parion Sport Loto-Foot 15. Une grille à valider avant dimanche 13 février 9h55 ici en heure locale. Et je vous avais promis une petite visite du côté des volcans d'Auvergne. Ça y est, nous y allons avec le match numéro 5 qui est un peu derby. Oui, parce que entre Clermont et Saint-Etienne, 11 rencontres, dont 5 matchs amicaux entre ces deux formations. Et sur les 6 matchs officiels, Clermont n'a gagné que 2 fois face à Saint-Etienne. Les Verts ont très envie de s'en sortir. Je les vois moins dans le rouge que par le passé. J'ai envie de dire que voilà, j'accorderai quand même la faveur de mon pronostic aux Stéphanois avec un match nul ou encore une victoire à l'extérieur. Mais Ronny, on est un petit peu dans les mêmes souliers, vous et moi, parce que je trouve qu'il faut respecter la dynamique qui est intéressante pour Saint-Etienne aujourd'hui. Après pas mal de déboires, on a quand même 2 victoires, plus la victoire en coupe de France. Non, Il n'y a plus que celle-là. ouais, c'est ça. Donc c'est vrai que face à Angers, mais quand même face à Montpellier, c'est quand même une victoire de référence qui me dit que face à Clermont, voilà, ils ont eu une éclair de génie, c'est bien, c'était génial. Moi je vois quand même une victoire de Saint-Etienne à l'extérieur, ou bien peut-être un match nul, peut-être parce qu'ils auraient réussi peut-être à contenter un peu les offensives stéphanoises. Et puis il y en a un Kazri aussi qui ressort d'Akan un peu revigoré, je sais pas, il y a quelque chose aussi, on sent qu'il est fou. Il a toujours été fou. Hein. Mais fou, encore plus dans le fou. bon sens. Encore plus On sent fou. qu'il a la rage terminée, voilà. Il y a quelque chose, il y a le côté un peu psychologique avec le nouvel entraîneur qui marche bien, je trouve aussi. L'espèce de l'effet à chaque fois. Non, je pense que Saint-Etienne va l'emporter à l'extérieur. Moi, je trouve que ce match a un petit cachet spécial. Pourquoi ? Parce que depuis le début, moi, je fais l'éloge de Clermont. Je vois là une équipe qui sort de nulle part, qui n'a rien pour elle. Juste un entraîneur qui, à mon avis, a un petit secret, doit être un sorcier. Parce que c'est une équipe qui, avec rien, arrive à se classer au-dessus de grandes équipes, qui est aujourd'hui est sortie des places dangereuses, qui arrive à faire des résultats invraisemblables contre des équipes qui sembleraient pourtant les écraser comme des bulldozers. Pascal Gatien, pour moi, c'est quelqu'un qui doit avoir un petit truc, une magie supplémentaire. Et voilà qui rencontre Saint-Etienne. Et Saint-Etienne, c'est quoi ? C'est une équipe qui aujourd'hui est moribonde, qui est dernière, qui n'a plus grand-chose à espérer qu'un miracle. Mais par contre, qui a un entraîneur qui s'appelle Pascal Dupraz. Et Pascal Dupraz, on se souvient de ce qu'il avait fait avec Toulouse et la manière dont il a de galvaniser son équipe. Et c'est vrai, Pascal Bon a raison, Saint-Etienne peut très bien s'en sortir avec un entraîneur comme ça, à condition évidemment que chaque match soit un match de survie, quoi. Et je pense que ce match-là va être intéressant, parce que clairement, à mon avis, va rester derrière, puisqu'ils ont un petit matelas supplémentaire, et attendre que Saint-Etienne peut-être se découvre et revienne en contre. Donc moi, c'est un match que j'attends avec impatience, parce que je pense que stratégiquement, ça va être intéressant de voir ce que les deux entraîneurs vont nous donner. Alors, pour le résultat, moi je serais pour un match nul, parce que avec deux équipes aussi bas motivées, mais aussi particulières, je crois qu'on va aboutir à un match nul, mais un beau match nul. Je pense qu'il y aura des buts. Moi aussi, ce sera mon pronostic, le match nul. Mais il faut noter quand même que ces deux équipes-là restent toutes les deux sur 2 victoires.
ce qui prouve quand même qu'il y a une tendance par le haut. Et pour parler de Pascal Duprat, c'est vrai qu'il surfe beaucoup sur cette qualification in extremis à l'époque, quand il a sauvé Toulouse. Après, on l'a vu dans d'autres expériences où finalement ça n'a pas duré. Et on se rend bien compte que c'est un homme de coup. C'est un homme justement qui a un caractère, une bonhomie, capable de faire des discours intéressants dans les vestiaires. Donc c'est un homme de coup. Sur un championnat tout le long, on voit qu'il a du mal à chaque fois qu'il a eu des opérations comme ça à mener. Donc là, pour cette opération combattant, je rassure le papa de Sandra Gokoul que c'est son équipe Saint-Etienne, que Saint-Etienne va se maintenir. Mais pour ce match-là, les amis, notez, c'est le N. Je suis entièrement d'accord avec toi sur Duprat. C'est exactement ça que je pense. Mais moi, je trouve que Clermont, c'est un peu Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que c'est bien, mais c'est extrême. Trop extrême. Ouais, c'est une bonne Clermont, définition. ils jouent au foot. Ils essaient de jouer au foot, mais trop extrême. Du coup, ils se font tout le temps avoir. Nice, ils ont refusé le jeu. Ils ont réussi à gagner comme ça. Mais Saint-Etienne, je pense qu'ils vont beaucoup trop jouer. Et à moins qu'ils perdent ce match. Et je pense que Clermont, au bout d'un moment, ils risquent de retourner en Ligue 2 comme ça parce que c'est trop à l'extrême. Un petit tour et plus ça en va. Et donc c'est nul aussi? Match nul? Je dirais Saint-Etienne, victoire de Saint-Etienne. Ah ouais. Match numéro 6, Lens-Bordeaux. Bordeaux qui a gagné 2 fois à Lens au cours de ses 5 derniers déplacements. Je vous propose l'historique des rencontres entre les deux formations. Dans quelques instants, voilà, il va s'afficher sur votre écran. 45 victoires bordelaises, 36 pour les Lensois et 30 matchs nuls. Mais pour les Bordelais, j'ai envie de dire, ça c'était avant. Mais cela dit, j'ai envie, de manière pragmatique, de quoi une victoire de Bordeaux sur la pelouse de Lens. Moi, je pense que c'est possible et c'est le salut des Bordelais passe par cette victoire. Moi, je crois à une victoire bordelaise. Donc, pour moi, ce sera Bordeaux. C'est clair, il va falloir peut-être passer à Lourdes avant d'arriver à Bordeaux. Pas loin. C'est pas trop loin. C'est pas trop loin. Ça peut se gérer. Et encore une fois, boire le calice que la lit aussi. Non, franchement, non. Moi, je n'ai plus de. Non, je peux plus chaque fois. Non, c'est comme un souffle au fromage. C'est comme une soirée prometteuse qui finit en autre boudin. Non, non, ça suffit. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Et au niveau du jeu, quand on respecte le jeu, on a les Lensois qui jouent au ballon, qui ont un super jeu, qui sont pas 9e par hasard. Je crois qu'il y a des retours de la CAN aussi. Voilà, chez Lens, hein. et voilà, donc les 33 points, ils ont gagné dignement et ils vont encore récupérer 3 points. Et ouais, c'est vrai qu'il y a l'effet, bon, peut-être qu'il y a, je ne sais même pas ici quel entraîneur qui sera intérimaire, parce qu'on a débarqué l'autre à Bordeaux. À Bordeaux, ouais. Là, il y avait des pronostics sur qui vient pas, mais en tout cas. Zidane, non? Trésor Paris Trésor, peut-être. On parle de Guillon. Guillon. Oula, c'est Non. pas un super nom pour. Dans cette période de transition et sulfureuse, moi je vois aller Lensois, voilà. Éclaircir encore la route vers la Ligue 2 pour Bordeaux. Voilà. Alors moi, mesdames et messieurs, j'ai une déclaration à faire. Je déclare Bordeaux comme équipe impronosticable. Pourquoi? Je suis d'accord. Parce que voilà un Bordeaux qui nous a pris 6 pions, je crois, contre je ne sais pas quelle équipe. Reims. 5. Qui le lendemain, enfin qui la semaine d'après va battre Montpellier ou je sais pas Strasbourg, je crois. Strasbourg. Chez eux 4-3. Qui la semaine d'après reprend 5-0. C'est quoi cette équipe? Excusez-moi. Donc honnêtement, et alors attendez, c'est pas fini. Savez-vous que Bordeaux a a marqué autant de buts que Lens? Donc ça veut dire qu'ils ont une défense qui est la pire défense d'Europe. Mais une bonne attaque. Et une très bonne attaque. Donc, allez comprendre quelque chose. Donc, comment voulez-vous pronostiquer? Alors, moi, je dis, contre Lens, effectivement, on se dit que Lens, qui est une équipe qui a bien fonctionné tout au long de l'année, mais qui commence un petit peu à s'essouffler. Évidemment, la CAN n'y est pas pour rien. Pourquoi pas une autre surprise? Parce que Lens, en fait, aujourd'hui, a perdu sa confiance parce qu'il y a eu déjà la défaite contre Marseille qui a été quand même assez dure et j'ai l'impression qu'ils ont plus cette petite étincelle qu'ils avaient au début que leur entraîneur leur insufflait et donc attention, n'oublions pas que Bordeaux peut encore se sauver effectivement puisqu'il y a une charrette en fait, il y a une charrette de 5 équipes, c'est Troyes, Lorient, Metz, Bordeaux et Saint-Etienne. Ces gens-là sont entre 21 points et 18 points, donc tout est possible. Donc aujourd'hui, un Bordeaux avec un nouvel entraîneur peut très bien se sublimiser et aller battre Lens chez eux. Bon. Alors évidemment, la logique voudrait que Lens gagne, mais je dis à nos parieurs, attention, ce match peut être un piège. Je
Je suis d'accord. C'est vrai que Bordeaux, c'est la cata pour notre rôle de pronostiqueur, c'est clair. Mais Lens, il ne faut quand même pas oublier qu'ils jouent dans un stade où il y a du monde. On récupère une pleine jauge depuis peu sur les stades, ce qui est quand même important. Et on a souvent vu qu'à Lens, les équipes qui visitent ont du mal à montrer leur vraie valeur dans ce contexte-là. Et Lens, c'est vrai, ils avaient fait un début de championnat tonitruant. Et puis on s'est aperçu, on a regardé les statistiques, qu'effectivement depuis la CAN, où il y a quand même pas mal de joueurs qui sont partis, ces joueurs qui vont revenir, moi je miserais quand même une victoire de Lens, parce que Bordeaux, c'est vrai que c'est du tout ou rien. Et alors ça marche au poker, mais là ça sent aussi la descente. Peut-être que ça serait pas mal aussi pour reconstruire cette équipe. C'est une équipe quand même qui fait partie des équipes historiques du championnat de France. Mais c'est vrai que là, ce qu'on voit, voilà, c'est très décevant. Donc pour moi, ça sera une victoire lensoise. Comment voir Bordeaux gagner ce match-là, c'est impossible. Lens, c'est la plus belle équipe du championnat de France. Tu vois? Non, mais en termes de jeu, toi, tu kiffes la Ligue 1. Lens, c'est la plus belle équipe du championnat. C'est une équipe qui joue à l'avant, qui a de la transition, ils font non mais Lens, c'est la plus belle. Et puis les percussions sur les côtés, on s'est vu au début du championnat, c'était magnifique. Une pression sur les attaquants, c'est une équipe qui presse très très haut avec 6 joueurs devant. Non, c'est injouable pour Bordeaux. Normalement, ils se prennent 4 ou 5. Ils explosent. Moi, je parie un 4-1, 4-0, facile. Hein. Ah non, je peux pas voir Bordeaux gagner ce match-là, même un nul, c'est pas possible. Allez les amis, 2 petits tours en Espagne. Le premier nous emmène à Barcelone pour le derby barcelonais entre l'Espagnol et le FC Barcelone. Le Barça qui reste sur 7 matchs sans défaite face à son voisin. Historique des rencontres entre les deux formations. Vous allez voir que les Barcelonais, en tout cas les Blaugrana, mènent très très largement. Regardez, 83 victoires contre 17 pour leurs voisins. Il y a eu 29 matchs nuls entre ces deux formations. Bon, le Barça va mieux. Donc du coup, j'ai envie de dire, victoire du Barça. Ben écoutez, Ronny, il me semble avoir plaidé là-dessus en première partie de saison à fait le match. Il faut un peu de patience et de temps. Et j'ai l'impression quand même qu'il n'y a pas ce côté du Duprat chez Xavi. On sent qu'il y a, j'ai dit, ils vont mettre des fondations. Bon, il a eu un recrutement qui est assez intéressant, il faut le dire aussi. Et puis il a tant de travail, on ne va pas l'angoisser tout de suite. Voilà, tout de suite. Mais là, on commence à trouver des automatismes. Un petit jeu qui est à la fois dans la tradition du Barça, mais avec un petit peu... presque un jeu au réel, c'est-à-dire avec aussi capacité de marquer de la tête, avec des passes louchées, alors que c'était plutôt du jeu à terre et rapide, la tradition. Aujourd'hui, avec les joueurs qu'il a, je dis même De Jong qui me fait plaisir. Alors je disais, il était... Lequel, Luc? Francky. Il a toujours été bon. Non, mais il bouillait pas. Dans le système avec Koeman, il bouillait pas. Ça ne jouait pas. C'est ça. Donc maintenant qu'il y a de quoi lui donner et tout ça, moi je vois pour cela une victoire. Et puis on sent bien que en Espagne, voilà, il y a un petit peu mieux chez Barça, ils sont déjà 4e. Bon, c'est vrai qu'il y a 2-3 matchs en retard du côté des premiers et des seconds, mais voilà, avec un petit mieux, ils se retrouvent déjà dans une place qui ressemble plus au statut du FC Barcelone. Et je sens qu'il y a une continuité, j'en ai dit, il y aura une montée en puissance d'ici la fin de l'année du Barça. Bon, peut-être pas contre les grosses équipes qui sont devant elles. Bon, c'est un peu plus compliqué. Le Real est vraiment au-dessus du lot, on le sent. De toute façon, il y a plus de 15 points, je sais pas, entre le Real et le Dauphin. Mais face au modeste de l'Espagnol voisin en derby, je vois bien quand même le Barça remporter. Oui, moi je suis d'accord aussi, d'autant que Xavi, je pense, est en train de faire un très beau travail au Barça. Il y a quelques temps, le Barça était 11e, 12e, il serait né au fond d'une grille, et puis finalement, je constate que plus ça va, et plus le Barça redevient le Barça, ça joue bien. En plus, l'arrivée d'Aubameyang, je pense, va leur apporter un petit sang neuf. Dembélé, s'il retrouve un peu sa tête, il peut aussi leur amener quelque chose. C'est difficile. De Jong, effectivement. Non, depuis quelque temps, le Barça tourne bien. Le Barça nous fournit des... Un piqué patron de la défense. Ah, voilà aussi. Donc, voilà. Si on y va comme ça, moi je vais te parler de Dani Alves. Alors là, on peut en parler parce que l'ovation qu'il reçoit, la mine qu'il met, et puis il apporte cette expérience dans ce vestiaire qui est jeune. Bien sûr. Et là, il fait une rentrée fabuleuse. Personne ne mettait cette... On disait, ouais, il va nous faire un peu... Tous les
témoins sont au vert pour cette équipe de Barcelone qui, à mon avis, va rouler sur l'Espagnol de Barcelone, malheureusement pour eux, parce que c'est une équipe faible en face. Et je pense que là, on a une sorte de remontada bis, excusez-moi de l'expression, parce que je n'aime pas trop. Mais je crois que Barça est en train de retrouver des couleurs et se prépare à une nouvelle étape, un nouveau cycle. Heureusement pour eux, parce que tout le monde aime cette équipe. Et je pense que là, ils n'ont pas fini, puisqu'ils sont 4e, et je pense qu'ils vont encore monter un petit peu. Donc pour moi, Barcelone, sans aucun problème. Oui, moi aussi, aucun problème. En plus, c'est un derby, on dit parce que c'est deux équipes de la même ville, mais c'est un match que tout oppose. C'est le riche contre le pauvre. C'est les pauvres de l'Espagnol de Barcelone, ils sont en banlieue, dans un... Alors par rapport au Camp Nou, un petit stade, Barça qui a des moyens et l'Espagnol qui a rien. C'est très difficile quand on vit à Barcelone d'être supporter de l'Espagnol, parce que c'est un derby, parce que s'ils jouent dans la même ville, mais il n'y a pas photo. Et même au niveau du jeu, maintenant on voit que ce Barça-là, effectivement, Xavi commence à mettre la patte. Et pour moi, c'est cadeau. Ça sera une victoire de Barcelone easy. Moi, là où j'ai vu le tournant, c'est contre le Classico, contre le Real. Même s'ils ont perdu, ils ont mis une leçon de foot au Real. Je me suis dit, ah ok, Xavi a remis les bases. Tu parlais de Dembélé, moi je pense qu'il a perdu sa place, c'est fini. Il y a Adama Traoré, là c'est terminé. Ah ouais, bien, hein. Excellent. Ah ouais, là c'est Dembélé, il va cirer le banc, je pense. Mais l'Espanyol Barcelone, attention, parce qu'ils ont quand même des petits gars là. Je sais pas si vous connaissez Raoul de Thomas ou des mecs comme ça. Attention, il ne faut pas les enterrer selon moi. Hein. C'est le meilleur buteur du championnat. Plus je trouve, vous racontez, parlant de Benzema, faut faire attention quand même. Hein. Et puis c'est un derby, c'est pas un match comme les autres. Donc attention quand même. C'est un derby qui va valoir son pesant d'or ce week-end. Match suivant, match numéro 8 entre Levante et le Betis Séville. Messieurs, il faut savoir que le Betis a perdu ses trois dernières rencontres du côté de Levante. 3 défaites consécutives pour le Betis à Levante sur les 3 dernières rencontres. Ça va peser forcément dans la balance, mais pour autant, je vois bien le Betis deuxième du classement ou troisième, troisième du avec classement, 40 points. Avec 40 points, donc je vois bien le Betis l'emporter pour le coup. C'est vrai que c'est un match, pour moi en tout cas, difficile à pronostiquer pour ces 2 raisons-là, parce qu'on a quand même, on avait pronostiqué une victoire, une défaite contre le Villarreal, et c'est bien le Villarreal qui l'a emporté la semaine dernière. Voilà, et on sent qu'il est un petit peu moins bon, même en coupe, c'était pas si intéressant. Et c'est vrai que Levante, bon, normalement, lui aussi, il est dans la voiture balai, il n'est pas dans la charrette, mais en tout cas dans la voiture balai. Non, mais ils sont 20e. Non, j'ai le dernier. Donc, normalement, le grand écart, on a profité au Betis Séville, se rassurer, et puis ils ont du jeu, ils ont des joueurs, et puis à un moment, soit un passeur, soit un buteur, Fekir est quand même là. Alors peut-être un peu être plus sérieux derrière, un peu moins naïf. Parce que les 20 c'est joué, hein. Même le temps dernier, moi j'ai vu des matchs cette année. Non, voilà. C'est le mec qui regarde les matchs de l'Evante. Bravo. Non, j'ai pas dit que c'était Lens. Mais c'est pas Bordeaux. Enfin, voilà, c'était pas. Moi je trouve que les 20 des fois ils ont. Le nombre de points ne reflète pas ce qu'ils rendent parfois dans le contenu. Peut-être ils ont pu embêter certaines équipes, c'est ça. Ouais. Donc, ils ont eu des matchs nuls flatteurs face à des gros. Malheureusement, contre les petits, ils n'ont pas profité. Donc peut-être pour cela que je dis que Betis Séville devra se refaire une santé et profiter de ce match-là pour pouvoir conserver sa belle 3e place. Ouais. Petit mot sur Betis, parce que c'est vrai que c'est une équipe pour moi qui est vraiment surprise. Moi, je ne m'attendais pas à la voir à si belle fête. Et voilà, donc placée devant Barça, devant Atlético, ce qui est quand même assez étonnant. Donc c'est une équipe qui a su, depuis le début de l'année, nous gratifier de matchs sympathiques et performants. Donc bravo à eux, ils sont 3e, je pense qu'ils le méritent. C'est même la 2e attaque. Par contre, ils ont une mauvaise défense, donc ça peut effectivement être un problème. Moi, je dirais que sur ce match-là, il n'y a qu'une chose à craindre, c'est qu'ils ne respectent pas leur adversaire, comme souvent ça arrive. Hein, on va jouer les 20, donc on va y aller en chaussettes, comme on dit, hein, comme en Italie avec Venise. Et donc, par conséquent... Et son stade. Voilà. Son stade sur l'eau. Sur l'eau. Donc, non, Betis, normalement, doit gagner ce match. Aucun problème là-dessus, mais attention, il faut juste qu'ils soient prudents, ne pas penser que le match peut être gagné sans jouer, tout simplement. Donc pas de bêtises pour Betis. Pas de bêtises pour Betis. S'ils sont concentrés, ils feront le job avec un Fekir à la main, on l'a dit. Exactement. Pour moi, il n'y a pas de souci. Donc victoire du Betis.
Alors Levante, à quel moment tu as vu Levante bien jouer au foot? Je sais pas. Je dis que des fois, dans le contenu, je trouve que c'était intéressant et que le nombre de points n'est pas flatteur. Sur quelques suées, Et peut-être. qu'ils ont eu des bons résultats face à des gros. certaines équipes, Voilà, c'est vrai. c'est des matchs nuls. Levante, ils ont pour moi le pire latéral du championnat qui s'appelle Marc Poubil. C'est Marc Poubelle si tu veux. On a parlé de ça déjà. Tout passe par lui, il y a clair à gauche. Ah, c'est horrible, horrible. Et ils ont Morales qu'ils ont perdu sur blessure. Là, c'est vraiment compliqué pour Levante. Et le Betis, ils ont le petit là, Borges Iglesias là, qui est en pleine beau et tout. Il y a Canales, machin. Non, le Betis, c'est chaud. Vraiment, je pense que là, il n'y a pas photo. C'est mérité l'entre-deux place. Ah ouais, là, c'est une grosse équipe cette saison. Hein. Ouais, je pense que. Ouais. Ça, il me rappelle même Valence de l'époque, peut-être pas Valence, mais de l'époque 2004-2005. Ça tombe vraiment bien. On n'était pas des... Pronostic. Pronostic. Le Betis. Le Betis. Victoire de Betis. Allez, un petit tour en Angleterre, le pays des chats. Burnley, Liverpool. Bah ouais, c'est Des chats libres. Des chats libres, des chats libres. Des chats animal de compagnie de Bruno Michauvigne. Il adore les chats, lui. Oui. Liverpool, donc, qui se déplace à Burnley. Liverpool qui a gagné jeudi, donc déjà face à Wolverhampton, si mes souvenirs sont bons. Donc contre Leicester, ils ont gagné 2-0. Les Reds qui donc surfent sur une petite série de 2 victoires de rang donc face à Burnley. Et bon, voilà. Ça va pour Liverpool, j'ai envie de dire, normalement, ils devraient pouvoir faire le job. Je vois bien un match nul quand même, ou encore une victoire des Reds, mais en tout cas pas de victoire pour Burnley face aux joueurs de notre ami Klopp, qui va effectivement pas fumer de Klopp ce week-end. Oui, je pense que je taquine déjà Matt pour qu'il puisse me donner les meilleurs joueurs de Burnley. Parce que pour moi, il n'y a pas de difficulté. Mais tu connais forcément un joueur très fort de Burnley. Ah oui? Maxwell. Cornet. Cornet? Ah oui. C'est vrai. À part lui, moi je vois Diogo Jota qui est en forme. Donc voilà, il y a, même à l'absence, on l'a dit encore une fois, de Salah et de... Mais ils reviennent là. Oui, mais je dis même, ils font le job, donc je ne vois pas qu'est-ce que Burnley aurait comme argument, en tout cas pour éviter une nouvelle défaite. Voilà. Ils vont donner des coups. Voilà, c'est ça. Non, je vois un Liverpool qui essaie de profiter de toutes les opportunités pour pouvoir chatouiller le premier City qui ne lâche pas non plus. Donc il ne faut pas rater moi, cette occasion face à Burnley de pouvoir balayer puis se rapprocher encore un peu plus de City. Pour moi, c'est le même match que celui précédemment. Hein. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent en Angleterre, Burnley, Liverpool, c'est les deux extrêmes, enfin, plus ou moins. Parce que c'est vrai que Burnley, ça marque pas beaucoup déjà. Plus faible attaque en plus. Donc, des derniers, qu'est-ce qu'on peut dire sur Burnley aujourd'hui ils n'ont pas gagné depuis le mois d'octobre, Burnley, c'est pour vous dire. Non, ça marcherait bien pour Liverpool en plus. Ils retrouvent Salah qui sera là. Peut-être que lui, Sané, par contre, lui, il est resté en vacances. Il est avec sa coupe. Mané, pardon. Mané, avec sa coupe dans son lit, il bouge plus. Il a raison. Il revient pas Mané déjà? Non, il revient pas, il est en vacances. Donc, attention au relâchement quand même, mais Liverpool, normalement, va se balader sur ce match. Pour moi, il n'y a pas photo, c'est un des matchs sûrs de cette grille. Oui, moi aussi, c'est un match sûr. Bon, alors, si notre ami Mané ne revient pas, il y a quand même Salah. Ah oui, Salah. Tu l'as dit, Maître Bon, sans Salah et sans Mané, ça tournait déjà bien. Oui. Puisqu'ils sont encore deuxième et qu'ils ont maintenu ce niveau et ce jeu qu'on aime bien sous Klopp. Donc là, il n'y a pas de raison. Et c'est vrai que les pauvres Burnley, il faudrait qu'ils en aient vraiment beaucoup pour pouvoir l'emporter. Donc pour moi, ce sera le 1 sec. Tu penses que Burnley moi je pense qu'ils vont attaquer les chevilles direct, ça va être c'est une équipe qui va donner des coups, ils vont essayer de tu sais comme les grosses équipes de l'époque, de l'époque d'Arsenal, les Charlie. C'est le 2 sec. C'est quoi les équipes qui le 2 sec, oui. Vieira et compagnie Queen Park Rangers. Queen's Park Rangers. Voilà, à peu près comme ça. QPR. Là, t'avais des tailleurs de... Il y en est. Ils vont taper des chevaux, des Yonnais. Pour moi, Burnley, c'est des Yonnais. Oui, j'ai dit un sec, mais c'est 2 secs. Moi aussi, une victoire de Liverpool. Victoire de Liverpool, on l'a bien compris. Merci messieurs, on va marquer la pause et on revient pour la dernière partie de cette émission au pas de charge, puisqu'on a aussi la plaidoirie de Maître Bon, qui devra assurer qu'on a un peu d'actualité à faire également avec notre invité Matt Le Buzz. À tout à l'heure.
Retour, et comme je vous l'avais dit pour la dernière partie de la feuille de match, grille numéro 10 du Parion Sport Loto Foot 15 à valider avant dimanche 13 février à 9h55. Et oui, vous pouvez faire de beaux cadeaux pour la Saint-Valentin si vous nous faites confiance, bien évidemment, puisque nous sommes bons. Oui, il faut le dire, nous sommes bons. On a un bon avec nous d'ailleurs, c'est pour ça nous bon. Pascal Bon, bien évidemment, présent, maître Pascal Bon présent, tout comme Patrice Basile, Bruno Michauvin, j'allais dire Guillaume Michaud, mais c'est Bruno Michauvin. Et puis bon, c'est la même chose, c'est même bête, même poil. Hein, vous qui aimez les bêtes, hein, et les chats en particulier. Et puis Matt Lebuzz qui est là, qui nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Les amis, match numéro 10, nous restons en Angleterre avec Tottenham, Wolverhampton, les Hotspurs qui n'ont plus perdu depuis le 1er mars 2020 face aux Wolves, soit 4 rencontres. Je vous propose d'ailleurs l'historique des rencontres entre les deux formations, histoire de vous faire une idée, hein, pour vos pronostics. Regardez, 32 victoires pour Tottenham, 14 pour Wolverhampton et 18 matchs nuls entre les deux équipes. Il y a eu, vous le voyez bien, 64 confrontations entre les deux clubs. Oui, Rodney, voici le match. Allez, comment on dit bof en anglais? Non, so-so. Alors, mais franchement, c'est très compliqué. C'est quand même de belles équipes. De belles équipes, surtout après la victoire de Wolverhampton face à Manchester, c'est ça? Ils ont perdu. Ils ont perdu jeudi. Mais c'était pas 3-2 ou... C'est rien. Ah, mais c'était le week-end dernier, vous parlez. Voilà. Je sais que voilà, ils sont capables de faire de belles choses, les Wolves. Et Tottenham, il y a du mieux, on a dit. Et puis avec la patte Conte derrière, c'est sympathique. Le entraîneur qui apporte aussi du mieux à cette équipe Tottenham. Alors c'est pour ça que je vais mettre une petite bille sur Tottenham. Victoire à domicile pour moi de Tottenham, même si voilà, ça va pas être du 5-0, peut-être ça va être du 2-1 ou 1-0. Un petit duel du ventre mou du classement, hein, de la Première Ligue. En tout cas, moi j'ai beaucoup de mal à pronostiquer ce match parce que franchement... C'est le Bordeaux anglais? Voilà, c'est pas le Bordeaux anglais, mais c'est difficile de cerner un petit peu ce qui se passe à Tottenham. Parce que c'est une équipe, encore une fois, qui a des atouts, qui a un jeu qui peut être séduisant, qui a des joueurs intéressants, mais qui semble fragile, quoi. Elle peut basculer à n'importe quel moment contre n'importe quelle équipe. Et c'est vrai qu'en plus, Wolverhampton, ils ont une bonne défense. C'est la deuxième meilleure défense d'Angleterre quand même, hein, mine de rien. Et donc j'ai peur que cette équipe de Tottenham aille encore une fois s'user les dents qui sont un petit peu fragiles en ce moment, avec des Kane qui sont pas très en forme. Surtout qu'il y a des loups en face. Bah oui, il y a des loups en plus. Donc c'est compliqué. Vous savez ce que c'est quand on lâche les loups dans la bergerie. Ah là, c'est... Voilà. Donc moi je dirais que... A priori... et surtout, en plus c'était des chats. Alors c'est clair. Non mais moi sur ce match-là, franchement je verrais plus un nul, parce que c'est deux équipes qui pour moi aujourd'hui sont un petit peu en fin de cycle. Tottenham a pris quand même 26 buts malgré un Loris quand même qui est gardien chez eux, qui est le gardien officiel de l'équipe de France. Donc non, franchement c'est une équipe, c'est un match qui peut accoucher de n'importe quel résultat. À la limite on aurait pu mettre le triple là-dessus. Donc moi je dirais que je mise sur le nul là-dessus. Voilà. C'est vrai que ce sont des Hotspurs de moins en moins hot, Ouais. mais c'est quand même... Et des loups de moins en moins méchants. Et de moins en moins méchants. Donc c'est vrai que c'est un match compliqué à... On peut effectivement voir un match nul, mais je donnerais quand même la priorité à Tottenham à domicile. Donc pour moi, ce sera le 1 et le N. Moi, je suis malheureux parce que Tottenham, c'est une équipe que j'aime beaucoup et c'est très très moche. Moche. Depuis le départ de Pochettino, c'est moche. Putain, ne me dis pas ça. Non, c'est vrai, il faut qu'il retourne là-bas. Ça, je suis d'accord. Il n'est pas bien chez nous. Retourne à Tottenham. Mais que ce soit Mourinho ou je sais pas qui a pris l'équipe il n'y a pas longtemps. Conte. Non, avant Conte, il y avait un gars. Ah oui. Bon, on sait même plus c'est qui, tellement il n'a pas fait long feu. C'était un Portugais. C'est horrible. Et donc, ça sent. C'était de Special 2. Ouais, voilà. C'est Andrés Villas-Boas? Non. L'autre. Ah, lui, c'était une blague. Non, c'est pas un autre gars. Bon, bref, c'était Voilà, pas bon. C'était pas bon. Et là, je pense que c'est un bon match nul. Les Wolves, ils marquent pas beaucoup de buts, je trouve. Mais c'est une équipe quand même qui est pas mal. Il y a beaucoup de Portugais, des bons joueurs. Mais un petit match nul, tranquille. Ça peut le faire. Match suivant, nous sommes sur le match numéro 11 entre Leicester et West Ham. West Ham qui est bien sûr sur une série de
3 succès consécutifs quand même face à cette équipe de Leicester. Leicester qui en plus a perdu ce jeudi. Et les Hammers, à mon avis, peuvent faire un coup là-bas aussi. Mais bon, je vais quand même rester sur une victoire de Leicester. Je vous propose, avant de pronostiquer, messieurs, regardez l'historique des rencontres entre les deux formations. Historique qui s'affiche à l'instant même sur votre écran. 27 victoires pour Leicester, 31 pour West Ham et 16 matchs nuls. Il y a eu 74 confrontations entre les deux clubs. Pascal, bon. Vous avez bien dit victoire de Leicester? Ouais, moi je vois bien l'historique. D'accord, ok. Ouais, je reste sur la victoire de Leicester moi- à domicile. Les Foxes. Écoutez, mon client est un défenseur de l'équipe qui vient de l'extérieur et qui vient faire un coup et qui vient confirmer cette excellente forme. Voici l'équipe inattendue. C'est le Lens de l'année dernière en France, c'est le Strasbourg d'aujourd'hui. West Ham s'installe plus ou moins et puis à chaque fois, ce qui fait la différence, qui fait qu'elle peut justifier cette belle place de quatrième, c'est qu'elle a fait aussi de bons résultats face aux gros. Pas seulement en profitant sur les petits, West Ham. Et donc ils ont une attaque que j'aime beaucoup. Et ils ont une défense qui tient la route. Et puis il y a du jeu. Il y a beaucoup de jeu, beaucoup de générosité dans leur jeu. C'est pour ça que des fois ils se font prendre en contre. Et à travers les résultats des deux équipes, je ne vois pas qu'est-ce que Leicester peut proposer. C'est très 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 sinistre, très funeste depuis au moins 5 ou 6 matchs. Non, je vois pas Leicester rivaliser avec le West Ham d'aujourd'hui qui est flamboyant, malgré parfois des déconvenus, mais aujourd'hui je vois une victoire nette et claire de West Ham à l'extérieur. Oui, je suis assez d'accord avec Pascal. D'autant plus que Leicester, depuis quelque temps, montre des signes de pas bien. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils ont eu beaucoup de matchs reportés à cause du Covid et qu'ils ont un problème de rythme? Ils ont quand même battu Liverpool, donc c'est une équipe qui est capable de se sublimer à certains moments, mais globalement, c'est une équipe qui est assez faible, qui, à mon avis, ne pourra pas résister à des Hammers qui ont une très très bonne attaque, parce que c'est quand même ça la principale qualité de West Ham, c'est d'avoir une très bonne attaque. Alors, je suis un petit peu moins d'accord avec Maître Bon sur le fait qu'ils ont une bonne défense. Ils ont, pour moi, une très mauvaise défense, parce qu'ils ont quand même pris 31 buts, ce qui est quand même énorme. Donc, c'est peut-être un peu ça leur problème aujourd'hui. Donc, moi, je pense que contre Leicester, ils n'auront pas de problème, parce que Leicester, aujourd'hui, enfin, en ce moment en tout cas, est dans une phase un petit peu descendante, et qu'ils se cherchent beaucoup. Et je pense que ce match-là va aboutir à une victoire à l'extérieur de West Ham. Mais avec ou sans Kurt Zouma? Alors lui, je pense qu'il faut qu'il se mette un petit peu à l'ombre pendant un moment. Parce que là, il va se faire siffler dans le stade. On touche pas au chat. Ouais, c'est ça, surtout en Angleterre. Chez les Warner. Ouais, c'est ça. Et, ouais, en plus, non, mais sur ce match-là, c'est vrai que moi, je suis un peu nostalgique de cette équipe de Leicester qui nous a fait vibrer. Ah oui, à l'époque. À l'époque, c'est vrai, mais champion avec rien, avec des joueurs qui se battaient pour l'équipe et des joueurs. Avec N'Golo Kanté notamment. À N'Golo l'époque. Kanté et puis un super entraîneur. Ouais. Et là, c'est vrai que les choses ont changé, donc je suis plutôt tendance à dire quand même victoire de West Ham qui sont quand même bien placés cette année dans le championnat d'Angleterre. Donc, Pas que cette année. ouais, mais là. C'est pas mal. Confirme. Ouais, confirme. West Ham, ça fait au moins 3 ans qu'ils. Sans faire vraiment le buzz, justement. Hein, ils sont là en toute tranquillité. Ouais, parce qu'ils n'ont jamais fait partie du top 5 ou top 6 en Angleterre. Et là, C'est vrai que c'est une équipe qui n'a pas les moyens des gros, mais qui est toujours près des gros qui gravitent. voilà. C'est parce que c'est l'équipe la plus difficile à jouer. Ils ont un milieu de terrain, c'est des mecs sous sec, je sais plus c'est qui l'autre. Ouais, c'est tout, c'est des mecs. Ils courent partout, c'est chiant à jouer. Ils sont passés en 4-2-3 cette année. Et je trouve que ça joue mieux que l'an dernier en plus, avec Antonio, l'attaquant, qui met mine sur mine. Et c'est très difficile à jouer. Donc je pense aussi que ça va être difficile pour Leicester, mais Leicester a quand même c'est Vardy en fait. C'est la forme de Vardy qui. C'est clair. Ils sont Vardy dépendants. Ah, Voilà. ça. Ils Je sont suis même pas conditionnés à surpris, Vardy. Ouais, je crois que c'est ça. C'est Daka maintenant qui joue. Ouais, Enfin, il joue pas avec Vardy, là. voilà, Non, non. c'est ça le problème. C'est Daka qui joue. C'est ça. C'est le problème de Leicester pour l'instant, c'est l'attaquant, je pense. Eh bien, messieurs, petite incursion en Allemagne avec le match numéro 12 entre l'Union Berlin et Dortmund. Je vous propose tout de suite l'historique des rencontres entre les deux formations. Regardez bien, messieurs, Union Berlin contre Dortmund. Il y a eu 7 confrontations, 4 victoires de Dortmund, 2 pour l'Union Berlin et 1 match nul. Mais vous voulez la stat qui tue, messieurs? Dortmund n'a jamais gagné à Berlin, raison pour laquelle moi je propose de couvrir complètement la ligne. Pourtant, le mur de Berlin n'existe plus. Il n'existe plus, c'est vrai. Ronnie, vous avez parfaitement raison.
Voici le match, on a gardé la couverture totale pour ce match-là. Pourquoi? Pour 2 raisons à mon sens. C'est qu'il y a du jeu, il y a une qualité de jeu à l'Union de Berlin. On a Dortmund aussi qui nous a déçus, donc qui nous a échaudé le week-end dernier. Et moi, ce que je constate aussi, c'est qu'en Allemagne, en tout cas en ce moment, tout le monde bat tout le monde. En tout cas, tous les gros se battent entre eux. Il n'y a pas celui qui est sur classe. Voilà, Leverkusen vous fait un match de fou, après ils perdent. Enfin, tout le monde paye tout le monde. Et donc, on comprend cette espèce de dauphin serein qui déroulait. Ben voilà, justement, je l'ai dit, face au Bayern Leverkusen, ils ont pris une déculottée. À signaler aussi que les 2 équipes reviennent de défaites. 2 défaites consécutives pour les 2 formations, l'Union Berlin et Dortmund. Exactement. En ce sens qu'on ne peut pas pronostiquer un résultat sec ou avec beaucoup de risques. Il faut faire une couverture complète parce que, je l'ai dit, bon, après, toujours est-il, malheur vaincu, c'est quand même le second contre le quatrième. Ce match-là vaut quand même pas mal au niveau de la confiance, mais au niveau des points aussi. Donc pour moi, c'est un match très 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 ouvert. Ils vont jouer. Par contre, c'est un match à regarder. Là, ce match à regarder, je pense que Patrice sera d'accord avec moi. Alors je suis déjà d'accord avec Pascal sur le fait que c'est effectivement la Bundesliga aujourd'hui, c'est un championnat très serré. Évidemment, à part le Bayern éventuellement qui domine tout le monde, et peut-être Dortmund, mais il faut savoir que 4 points seulement séparent le 4e du 10e. C'est-à-dire qu'en fait, tout est possible pour n'importe qui. Alors moi, j'arrive pas à bien comprendre pourquoi l'Union de Berlin est 4e, parce que c'est vrai que c'est une équipe que personne ne connaît en réalité. Et puis quand on regarde bien, on scrute un peu la chose, on s'aperçoit qu'ils ont une très bonne défense en fait. Et par contre, ils ont une très mauvaise attaque. Donc c'est la défense en fait qui fait que cette Union de Berlin prend peu de buts et de temps en temps va marquer un petit but pour gagner, et puis va faire un petit match. C'est le West Ham de... Voilà, c'est ça. Ils mettent des buts aussi beaucoup sur les coups de pied arrêtés. Exactement. Les corners et les... Donc c'est ça qui fait qu'ils sont aujourd'hui 4e, mais demain ils peuvent se retrouver aussi 12e. S'ils perdent un match ou 2. Et puis en face, il y a Dortmund, on a fait l'éloge la semaine dernière, on avait dit Haaland, le monstre. etc., le monstre. Hein. Et puis ils en ont pris 5 contre Leverkusen, donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est normal, parce que si on regarde encore un petit peu les choses, Dortmund, c'est vrai qu'ils ont la 2e meilleure attaque d'Allemagne. Mais alors une défense, mais nul. Et ce qui fait qu'effectivement, tout est possible. Et c'est vrai que c'est pour ça que ça rend ce championnat à la fois intéressant et aussi très serré. Donc, évidemment, on va faire comme la semaine dernière, on va dire parce que Dortmund est favori. Bon, ça, c'est logique. Il faut être pragmatique. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que cette équipe, qui a quand même un potentiel énorme, avec des joueurs fabuleux, comme notamment Haaland, on va reparler, mais aujourd'hui, Haaland, je ne sais pas s'il a un problème de Covid ou de confiance, mais bon, il y a un problème. Allez, moi je dirais que Dortmund gagnant, mais peut-être un petit nul pour protéger les arrières s'il faut. Voilà. Moi je dirais aussi que c'est un match entre le 2e et le 4e, il y a 10 points entre les deux. Oui. Donc ce qui met vraiment en évidence ce que vous avez dit, que le championnat allemand est vraiment... Championnat de vitesse. Absolument. Donc sur ce match-là, quand même, il faut être pragmatique quand même. C'est vrai que Union Berlin... fait de bons matchs et tout ça, mais tu as quand même Borussia Dortmund. Ouais. Borussia Dortmund, c'est vrai, courant sur alternatif, mais quand ça plombe, ça plombe. Haaland, je pense effectivement qu'il pense un peu à son avenir, parce que là... Everywhere. Ah non. Enfin, moi je le prends en tout cas. Oui, je le prends, mais il ira pas. On est d'accord. Mais on parle de Barcelone, on parle du Real, on parle de voilà, c'est le joueur voilà qui a le vent en poupe en ce moment. Donc c'est peut-être ça qui explique, si tu veux, pas son flair rendement, mais c'est un gamin. Hein. Oui, oui. Il est jeune et c'est vrai qu'il arrive rapidement à être celui dont tout le monde veut, donc ça peut faire tourner la tête. Donc attention à ça. Mais sur ce match-là, s'il faut être pragmatique quand même, je préconise, chers amis, une victoire des jaunes. Je suis encore d'accord avec toi en fait. Tu l'as dit, c'est ma transition. Dortmund, c'est une équipe jeune en fait. Et c'est pour ça qu'ils prennent des tôles des fois, c'est parce que c'est des jeunes gars. Donc c'est comme quand Paris à l'époque de Paul Le Guen, ils mettaient des Sarko, des machins. Ça peut faire des bons matchs, mais c'est jeune dans l'esprit. Donc forcément, il y a des ratés, mais grosso modo, ça gagne. Eh oui. Donc il y aura des accidents, mais c'est une très bonne équipe. Donc je pense que là aussi, ils devraient faire le taf contre Berlin. Ouais. Allez, on part en Italie pour les 2 dernières rencontres de la grille. Le match numéro 13, Sassuolo contre l'AS Roma. Sassuolo qui n'a battu la Roma qu'à une seule reprise en 17 confrontations. Messieurs, pour moi, pas de souci. Victoire des Romains de Mourinho à l'extérieur. Sassuolo en plus qui a perdu ce jeudi en coupe, en quart de finale de la Coupe d'Italie face à la Juventus sur le score de 2-1. Donc allez, ils vont enchaîner une nouvelle défaite face à la Roma. Je ne suis pas du tout de cet avis. Je suis très craintif sur ce match-là. C'est un match où il faut prendre des risques à mon sens.
La logique voudrait que l'AS Roma l'emporte. Mais moi je vois plutôt ça coince face au Genoa, c'est un match nul avec des cartons rouges. Non, Roma n'a pas gagné depuis 2 matchs. Hein. Justement. Oui, mais Sassuolo, c'est l'équipe. Je l'ai dit depuis l'année aussi, qui emmerde les grains de sable et les grands. Et qui joue au ballon. Comme dit l'ami Macron qui emmerde les grands joueurs. Et Sassuolo n'a pas perdu 3-0 contre la Juve. Il a fallu que la Juve aille chercher en coupe, c'est 2-1. Donc ça veut dire qu'ils ont marqué, Traoré a marqué, le milieu de terrain. Non, Sassuolo, ça s'est joué au ballon. Toi, moi, voilà, je pense que ce match-là sera très 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 compliqué. On risque d'avoir des déceptions au niveau du résultat, peut-être pas dans le jeu, mais en tout cas dans le résultat de grille, c'est très compliqué. Alors je dirais, soit moi, allez, on prend un risque, soit une victoire de Sassuolo à domicile, soit une victoire de l'AS Roma, parce que Abraham sera beaucoup plus clinique. Après 10, il faut 15 occasions qu'il puisse mettre le but. Non, il faut que l'AS Roma se fasse respecter, mais Sassuolo va peut-être grincer un peu les rouages. Oui, Sassuolo, c'est une équipe qui nous a souvent posé des problèmes à nous les parieurs parce qu'à chaque fois, ils viennent mettre le petit grain de sable. On les sous-estime. Il faut, voilà, c'est ça. Et à chaque fois, on se dit, Sassuolo. Et finalement, Sassuolo, il crée la surprise. Et là, on se rend compte que contre l'AS Roma, c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que l'AS Roma a de plus que la Sassuolo? Ils ont déjà la même attaque. Donc déjà, c'est une chose. En plus, ils viennent de perdre ils ont battu l'Empoli 4-2, mais ils ont perdu contre l'Inter. Donc, l'AS Roma, en fait, c'est pareil. C'est une équipe qui est un petit peu, comme je disais à l'époque, un peu équipe guirlande. Un coup, ça s'allume, un coup, ça s'allume pas. Et contre Sassuolo, ça peut faire aussi ça. Tu peux dire intermittent du spectacle. Oui, voilà, aussi. Voilà. Donc, moi, je serais un peu comme Maître Bon. Je dirais que je peux faire victoire de Sassuolo ou de l'AS Roma parce que tout est possible sur ce match. Encore une fois, on est dans un championnat où tout bascule d'un coup d'une semaine à l'autre. Donc moi je dirais ou l'un ou l'autre, mais pour l'instant j'ai pas d'avis par-dessus. Moi je me dis que justement la Roma reste sur 2 mauvais résultats. Donc qui étaient pas des résultats qui étaient garantis et qui étaient étonnants. Donc là sur ce match-là, ils vont se refaire. Et pour moi quand même, il n'y a pas photo entre Sassuolo et la Roma. Même si c'est un match à l'extérieur, la Roma va l'emporter. On peut compter sur l'entraîneur de la Roma pour il sait gagner ce genre de match. Il n'y a pas de photo en ce moment. Parce que c'était quand même une bonne équipe, Sassuolo. Moi, je suis un fan de Sassuolo. C'est quoi mais c'est une équipe joueuse. Ah non, c'est une équipe qui joue au ballon. C'est une équipe qui joue au ballon. Je suis vraiment un fan de Sassuolo depuis l'époque Locatelli, compagnie. Ah oui. C'est vrai, moi, je regarde tous les matchs de Sassuolo. Franchement, j'adore. Et aujourd'hui, c'est vraiment mauvais parce qu'en fait, Juricic, il est blessé. C'est l'un des meilleurs milieux. Berardi, sort de blessure, il est nul. Et Raspadori, il n'en met pas une devant. Donc Sassuolo, c'est très difficile en ce moment. Mais en début de saison, ça allait encore. Oui, ça allait. Mais ils sont pas là, ils sont pas si voilà. placés. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je pense que la Roma peut gagner parce qu'ils ont pris 4 je crois à la Sampdoria, il n'y a pas longtemps, c'est horrible. Et ça me fait mal de les voir comme ça, mais c'est vrai que c'est pas bon en ce moment. Et la Roma, ils ont énormément de joueurs, ils savent même pas comment faire une équipe tellement ils ont des joueurs entre les Agnolo, les Mkhitaryan, les machins, Sergio Oliveira qui vient d'arriver, qui a pris la place de Verretou, ils savent même plus où mettre les mecs. Ouais, et il est super fort, lui, il met des buts en plus, et Verretou qui a perdu sa place. Et je pense que à la Roma, je pense qu'ils sont intermittents, mais ils peuvent faire des bons coups. Et je pense qu'ils peuvent gagner ce match. Je pense aussi. Moi, je vois bien, en tout cas, une victoire de la AS Roma. Match numéro 14 et dernier match de la grille. Il va opposer l'Atalanta de Bergame à la Juventus de Turin. Bergame a remporté le match aller et le dernier match à domicile. Historique, regardez, des rencontres entre les deux équipes, ça va nous aider, messieurs. 66 victoires pour la Juve, 15 pour l'Atalanta et 44 matchs nuls. Regardez le nombre de confrontations entre ces deux formations, 125 fois elles se sont rencontrées dans ce championnat, ce calcio italien, messieurs. Moi, je vois bien un match ouvert, du coup, pronostic ouvert, puisque forcément, l'Atalanta à domicile ne sera pas une mince affaire pour la Juve. Effectivement, alors, un match compliqué. Je pense que c'est sur ça qu'on fait le 14 ou 14, on reste à 13. On reste à 13. Possible, ouais. Pourquoi? Parce que avec l'effectif d'Atalanta, je ne sais pas pourquoi ils sont en ce moment aussi mauvais. Mioyer, Mianowski, il y a de quoi faire à tous les étages et puis ça coince en ce moment. Et pourtant, ils sont quand même 5e à 2 points de la Juve.
franchement, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler d'une belle victoire d'Atalanta, de Reims, enfin voilà. Et de l'autre côté, on a Juventus qui est en pleine bourre, qui voilà, a tout réussi. Ils ont fait un super recrutement. Mais même avant le recrutement, ça allait déjà. Donc ils ont renforcé. Donc j'ai envie de dire, victoire extérieure de la Juve, ou bien aller un vrai jeu Atalanta comme ils ont su le faire en Coupe d'Europe, on se rappelle, pendant le confinement et tout. Parce qu'ils ont la même ossature qui restait, ils ont renforcé. Voilà, qui pourrait peut-être permettre à l'Atalanta de gagner à domicile. Mais c'est un match effectivement qui est compliqué. Voilà, si on n'avait pas mis déjà la couverture totale sur l'autre match, peut-être que j'aurais mis sur celle-là, on ne peut pas faire sur 2 matchs. Ça peut aussi déboucher sur match nul avec des buts genre de 2 ou 1 partout. Mais voilà. Petit avantage à la Juve quand même, je dis, par rapport à son effectif et son allant dynamique psychologique très 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 favorable actuellement. Oui, moi je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord. Pour moi, c'est le match le plus difficile à pronostiquer de cette grille. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis ma couverture totale. Pour la simple raison que Atalanta et la Juventus ont deux itinéraires un peu inverses. Atalanta avait bien commencé le championnat, ils étaient en super bourre et tout, ils avaient fait des super résultats. Et la Juventus, avec le départ, comme je l'ai dit, de Ronaldo, avait du mal à digérer ce changement de cycle. Et puis, finalement, ils sont retrouvés un allant, une dynamique, et là ils sont en train de revenir. Donc on a une équipe d'Atalanta qui baisse et une équipe de Juventus qui monte. Donc ce qui fait qu'en ce moment ils sont à la croisée des chemins. Ils sont à la croisée des chemins. Ah oui. Mais la Juventus a une dynamique largement supérieure. Ils ont 7 victoires et 3 matchs nuls sur les 10 derniers matchs. Donc ça prouve bien que en ce moment c'est la patate. Alors qu'à l'inverse, Atalanta, ils ont gagné un seul de leurs 6 derniers matchs. Tout est clair là-dessus. Mais quand les deux se rencontrent, ça peut créer une étincelle et qui fait qu'à un moment donné, l'Atalanta va retrouver son truc parce que la Juventus reste leur adversaire principal. C'est un match à 6 points. C'est un match à 6 points. Donc c'est un match très important à l'Atalanta en plus. Donc voilà, donc tout est possible. Donc j'ai mis ma couverture, mais je souhaite bonne chance aux parieurs. Alors sur ce que je viens de dire, la Juventus est peut-être favorite parce qu'elle a quand même des joueurs qui ont quand même un sacré allant. C'est Dybala, c'est Dybala retrouvé. Voilà. Rabiot qui est toujours là, Zakaria. Donc voilà. Moi je pense que si on n'a pas la possibilité de mettre une couverture totale, on peut parier sur la Juventus gagnante parce que sur cette dynamique-là, la Juventus normalement est censée pouvoir gagner ce match. Tu sais quoi, moi j'ai gardé ma couverture totale justement bien au chaud pour ce match-là, qui est très très compliqué. Ouais. En fait, c'est vrai, quand on dit tout est possible, on dit ça des fois sur des matchs, mais là c'est vraiment le cas. Ouais. Et on ne sait pas, et c'est pour ça que, chers amis parieurs, je vous conseille vraiment de vous couvrir sur ce match-là. C'est vrai, une Juve qui a fait un super recrutement, d'ailleurs, on a déjà vu les résultats. Les deux manqués. D'ailleurs, vous pensez que la Juve, le renouveau de la Juve, c'était dû à qui, vous pensez? Je parlais de recrutement. Le nouvel avant-centre qu'ils ont pris, attaquant. Vlahovic. Je pense aussi. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'il était recruté en Italie, il connaît le championnat, il était prêt à porter tout de suite à c'est être le meilleur efficace. recrutement de l'hiver, je pense. Ouais. Puis on a vu, je l'ai comparé à Milik. Celui de Paris n'est pas mal aussi. Oui. Continue. Non, mais je disais que c'est vrai que la Juve avait besoin de ce 109. Tu l'as dit fort justement, départ de Ronaldo, et la Juve remonte en puissance, et on ne sait pas où elle peut s'arrêter maintenant. L'Inter a qu'à bien se tenir. L'Inter qui capote un peu. Hein. Ouais. Et c'est vrai que c'est bien ce que tu dis, c'est que ils avaient plus ce mec là devant qui fait la différence, et Vlahovic va peut-être. Voilà, et il est clinique. Voilà. Il joue en première intention. Voilà. Et quand il y a des. Et alors, j'ai parlé de Dybala. Il était quoi, à 2 droits de la sortie là. On l'entendait dans tous les transferts qu'on n'en veut plus et tout ça. Et il refait du Dybala, un joueur capable de garder le ballon, de voir un adversaire en profondeur. Et c'est justement ce jeu qu'aime Vlahovic. Donc pour moi, les deux vont. C'est complémentaire. Ouais. Je trouve que Vlahovic, ça va être le renouveau de la Juve. C'est lui qui va aider la Juve, qui était très mauvaise la Juve. Je sais pas vraiment. Et permettez qu'on ait une pensée pour Chiesa, parce que oui, c'est vrai. Chiesa qui est blessé, on ne sait pas là. Ouais.
Mais qui va retrouver Vlahovic aussi. Alors qu'il était en pleine bourre et c'était justement le sac à plomber. À la simple, il était, hein. En parlant des blessures, c'est ceux qui plombent l'Atalanta. Parce que les Pasalic, les Pessina, Gosens qui est blessé, qui l'ont fait beaucoup de mal. Ils ont mis Pezzella, le mec qu'ils ont acheté à la Fiorentina à gauche, à gauche, c'est pas son poste. Donc c'est bancal pour l'instant l'Atalanta. Donc même c'est Muriel qui joue devant. Il est pas au top non plus. Il est où l'autre? Comment il s'appelle? Zapata, il joue plus? Zapata, on tourne. Bon, enfin voilà, tous les mecs sont blessés. Le Pessina il revient de blessure. Pasalic, Malinowski, tu m'as dit tout à l'heure aussi, a été touché au mollet. Enfin, ils sont bancals parce qu'ils ont été touchés par plein de problèmes. Donc c'est pour ça que ils sont pas en forme. Merci messieurs, on va passer tout cela à la moulinette et puis on va vous proposer la grille en fin d'émission avec 5 doubles et un triple, une grille qui va valoir 96 € et que vous aurez à valider avant dimanche 13 février 9h55. L'actualité de Matt Le Buzz, j'ai ouï dire qu'il y aurait quelque chose qui se tramerait du côté du Royal Riviera au mois mi-février. C'est exactement ça, donc on sera le 19 février au Royal Riviera à 14h et à 17h, 2 séances. La séance de 17h est déjà complète, mais à 14h il y a encore des places. Donc si vous ça va être hypothèquement neuf. Moi je vais à 17h, moi comment je fais? Il faut passer par un taux de souris. Ah ouais, là c'est. Emmène ta chaise. Tu fais les photos. Ah ouais, tiens. Et on aura quoi? Le contenu de l'humour, sur l'actualité, sur des situations de vie, et puis voilà, avec des invités. Voilà, ce sera un beau plateau. Voilà. Je ne connais pas le Royal Riviera, j'ai jamais joué, mais il paraît que c'est devenu très très bien. C'est très bien. C'est très bien. Voilà, le Maguire. Et c'est un spectacle que vous allez exporter par la suite? Oui, on a déjà joué au Casino de Paris. On part en tournée là, on ira en Guyane, à La Réunion, un peu partout. L'ancien spectacle a été diffusé sur France TV. France 3, ouais, enfin, sur les premières. Et du coup, là, c'est un nouveau. Et donc, on fait la tournée avec, on a fait le casino, on va refaire le casino et peut-être pourquoi pas un Zénith si tout se passe bien. C'est génial ça. C'est bien. Donc, si vous avez encore le temps de vous procurer quelques tickets pour la deuxième séance, c'est ça? C'est à 14h. Pour la séance des enfants, c'est ça? Celle de 14h. Celle de 14h, pas celle de 17h qui est déjà complète. Voilà, c'est qui est déjà complète. Donc, celle de 14h. Et bien évidemment, les tickets sont à se procurer sur Bizouk. Voilà. Vous savez tout. Pour Matt Le Buzz, monsieur l'avocato. C'est dur. Hein. Maître Pascal Bon, votre client. Tout ça bout de chat. Ah ben écoutez, vous avez bien compris que c'est, messieurs, l'heure de parole à la défense tout de suite. Et votre client, il devrait s'afficher dans un court instant sur l'écran, sur notre écran. Et d'ailleurs, on a tout prévu. Ah ben voilà. Ah ben voilà. Excellent. C'est ça. Votre client, le père Zuma, accusé d'avoir battu son chat. Oui, c'est comme la mère Michel, hein, presque. Hein. Ah oui, on a parlé beaucoup bestioles ce soir. Ah oui. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé aussi des joueurs et de Kurtzuma. Kurtzuma qui, voilà, c'est un client que je suis allé voir avec beaucoup de tristesse. Je l'ai grondé. Je l'ai grondé parce que pour 2 minutes, 2 secondes de Snapchat, ben, il est en train de payer très cher. Alors, vous avez connu Hugo, vous avez connu Maria. Non mais c'est la déferlante qui s'est battue sur mon client, c'est exponentiel. Et ça nous permet, nous, de nous convoquer sur l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux, de ces applications, de l'utilisation qu'on en fait, et aussi de toujours ce qu'on attend d'une personnalité publique, un joueur de foot. Puisque Kurtzuma, c'est un joueur de West Ham, un défenseur qui a 11 sélections en équipe de France, qui gagne 1 million par mois. Et qui se retrouve, parce qu'il s'agit de ça, il s'agit de 2 petites vidéos qui étaient censées utiliser donc un petit événement intrafamilial, voilà, 2 chats qui se permettent de renverser un vase et voilà, de mettre le soupe dans le salon, et puis donc il y a 3 gestes en tout cas, le coup de pied, la chaussure balancée et la gifle. Et la ceinture. La gifle, donc une fois que le chat était dans les bras de l'un de ses enfants. Et c'est vrai que ces 2 vidéos ont fait le buzz. On fait le buzz, et puis en face, on a eu une réaction en chaîne. On a une réaction à la fois, j'ai dit, sur le plan du portefeuille. Il s'est pris donc l'amende maximale par son club, 300 000 € pour 300 000 € d'amende. C'est rien. D'accord.
à 300 000 € d'amende. La résiliation de ce contrat, on en discute. La résiliation avec ce sponsor Adidas. Donc voilà, l'impact sur les moyens. Voilà, donc c'est peut-être même Puma, c'est compliqué. Et puis, encore, dommage collatéral, son frère qui joue en 5e division anglaise est aussi suspendu par rapport, je pense qu'il était sûrement dans les vidéos quand ça s'est produit, il est aussi suspendu. Et puis il se fait huer dans les stades aussi. Et le match qu'il a joué là, il s'est fait huer improprement. Et puis il y a les réactions. L'action de Moïse, du maire de Londres, Sadiq Khan, voilà. Du président de la Fédération française de football. C'est méprisable, Noël Le Graët, voilà, j'ai dit la différente à tous les étages. Encore. Écoutez, je crois qu'il joue. Donc voilà, on a cette espèce d'effet un peu exponentiel de 2 minutes et qui viennent nous dire effectivement que fallait que Zuma déjà puisse se dire que s'il arrivait en mai, là, en août en Angleterre, il est dans le pays où on respecte le plus les animaux. Voilà, par exemple, vous n'aurez pas à commander une soupe de cheval ou un steak de cheval en Angleterre. Ça, c'est vraiment, c'est sacré, le cheval, c'est un statut, mais les animaux... Pas de pangolin non plus. Non, pas de pangolin. Et c'est vrai que ce qui arrive à Zuma vient dans ce qui nous interpelle sur la montée en puissance de la cause animale sur le plan européen de manière générale. En France, le 18 novembre, il y a eu une projet de loi qui est passée pour pouvoir statuer sur ce qu'on appelle, on n'est pas encore dans le statut d'être humain, mais on est être sensible. Parce que l'idée, c'est de lutter contre la maltraitance. En fait, il y a des pétitions en ligne chaque fois qu'il y a une problématique. Et là, lui qui se retrouve là à publier cet événement, il se retrouve dans une espèce d'étau où tout de suite, je l'ai dit, la résiliation Adidas, c'est suite à une pétition en ligne qui a reçu 300 000 followers signatures en moins d'une heure, qui a forcé donc, le destin de sa signature. Donc c'est vrai qu'on a cette éthique un peu discutable à mon sens, parce que moi je pense qu'on va faire appel. On va se battre pour pouvoir rétablir un peu les choses. Qu'est-ce qu'on attend de joueurs de foot? Est-ce qu'aujourd'hui, alors c'est vrai qu'il y a cette problématique de savoir, parce que je suppose qu'il était sous contrat par rapport à Snapchat, quand il fait état de sa vie privée comme ça, même un événement anodin par rapport au chat, c'est parce qu'il y a un contrat signé avec Snapchat, des followers qui fait qu'il gagne de l'argent quand il se publie dans sa vie de famille comme ça. Voilà. Il y a ce côté-là, où on accepte de montrer un peu sa vie privée. Mais en même temps, et là je remonte un peu dans l'histoire, permettez, s'il fallait qu'on va chercher quelques joueurs de foot sulfureux, et je suis monté très loin, messieurs, je suis allé sur Garrincha. Je suis allé sur Manuel Francisco dos Santos, Garrincha, l'oiseau, qui était l'un des plus grands et qui rentre dans l'équipe nationale du siècle de la FIFA, le XXe siècle, qui, avec Pelé, n'a jamais perdu un match en sélection, 2 coupes du monde, qui a fait le bonheur de Botafogo. C'est pas lui qu'on appelait El Gato, le chat? Non, lui c'était l'oiseau, Garrincha, l'oiseau, ou bien on dit aussi la voix du peuple, la voix du peuple. Donc je ne sais pas le dire en brésilien, mais pourquoi je dis ça? Parce que sa vie personnelle était très sulfureuse. C'est un homme qui a fini comme une loque, qui a fini à 60 ans seul, avec des multiples divorces, avec l'alcoolisme, avec son rapport aux femmes très très compliqué. 8 filles avec 8 femmes différentes. C'est entier, non? Et l'homme aux jambes, les jambes en écart, cet homme-là, si aujourd'hui il fallait qu'il soit sous Snapchat, il ne jouerait plus ni en les sélections, ni à Botafogo. Non, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Il va falloir qu'on puisse se dire qu'est-ce qu'on attend. La morale, on a l'impression que c'est la géométrie variable. Est-ce qu'on attend de jouer le foot qui soit bon? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, on est en train de parler dans une émission de foot de la vie privée de Zuma avec chez nous, ce qui passe très bien. Je ne dis pas ça contre les défenseurs d'animaux en Guadeloupe, mais voilà, si oui, mon chat casse, je peux lui faire une correction. C'est pas la faute du monde s'il a pris une petite gifle, une tapette. Voilà, on est aussi dans le rapport aussi qu'on a aussi interdiction de gifler les enfants. Enfin, il y a toute une façon de voir un peu la morale. Il y a une hiérarchie dans les animaux ou pas? C'est ça, je me demande, on ne sait pas. Mais c'est vrai que les animaux de compagnie, c'est particulier. Et c'est vrai que moi j'ai envie de dire que voilà, cette déferlante, elle est
totalement justifié hors le propos sur le plan émotionnel. Bien sûr, passer cette cause animale, je dis qu'il y a le vent en poupe. Aujourd'hui, c'est le mainstream. Il ne faut pas trop dire du mal des animaux de compagnie. Mais derrière, moi je dis que Kurt Zouma, moi à mon sens, il faudra qu'on puisse faire appel parce que c'est injustifié. On a des espèces de concerts qui viennent dire que voilà, il est méprisable, que voilà, c'est un acte de violence gratuit. Non, il y a un contexte. Mais par contre, effectivement, je finirai là-dessus, il faut vraiment que chacun, avec ce qu'il y a aussi maintenant un expert aussi en com, de voir son rapport en tant que star, en tant que personne publique par rapport aux réseaux sociaux. Il faut maîtriser aussi. Moi, voilà, je l'ai grondé parce qu'il n'aurait pas dû publier ça. Voilà, il y a moyen de travailler sur le problème, c'est lui-même qui fait. Exactement. Mais on est dans le même délire que Serge Aurier avec son... Voilà, et je finirai là-dessus. Quelque part, il y a toujours le piège de création des applications. Snapchat a été créé pour pouvoir à la fois publier de manière de courte durée sur des photos toujours soit un peu légères, soit osées, mais on sent que puisque ça va s'autodétruire, on ose plus monter quelque chose de plus futile, de plus dégradant et de plus burlesque. Et c'est vrai que ça vient avec l'effet retour derrière, et c'est ce qui s'est passé pour notre client du soir. 30 secondes. Je suis désolé de voir ça parce qu'effectivement, en principe, un footballeur doit montrer l'exemple. Et c'est les premiers à montrer l'exemple. Et effectivement, c'est navrant de voir ce genre de spectacle. Avez-vous déjà tapé des chats, monsieur Basile? Non, jamais public. Je salue d'ailleurs le mien qui s'appelle moi parce qu'il fait miaou. Non, mais on a tous peut-être envoyé une sandale derrière un chat qui fait pipi sur le canapé. Voilà. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est effectivement la diffusion. Donc, il s'auto... Il n'y a pas de réflexion et c'est ça qu'on reproche à tous nos jeunes joueurs qui sont dans une dimension où c'est tout de suite on publie, il n'y a pas de filtre et il l'a fait instantané. On se rappelle de Serge Aurier, on se rappelle aussi de... C'est une éducation par rapport au support parce qu'il s'y prête. Le jeu de Snapchat, c'est d'aller dans l'outrance. Sinon on utilise Facebook ou... Bon, il a fait un démenti en disant que ses chats sont en bonne santé, mais c'est trop tard. Le problème de ces choses-là, c'est même sur Snapchat où soi-disant il y a une autodestruction, mais les gens font des captures d'écran, on récupère le truc. C'est que quand c'est parti, c'est trop tard, tu peux plus récupérer. Et là, effectivement, on devrait même pas parler du chat de Kurt Zouma. C'est un épiphénomène dans la vie. C'est vrai qu'on aime tous les animaux, surtout moi, j'adore les bêtes. Mais c'est vraiment, on discute d'un sujet parce que c'est Kurt Zouma. Ça arrive à toi, mon ami, avec ton miaou. C'est clair que ça fait pas le buzz. Oui, c'est clair. Et il y a 10 ans, on n'en parle même pas. C'est ça. Merci messieurs, enfin moi je dirais que dans ce bas monde il vaut mieux être un chat qu'un noir. Voilà, j'ai dit ça, C'était un chat noir, hein. En plus. Bon, voilà. Il n'a pas de chance le pauvre. Ça pète des balles de partout. Messieurs, voici venue l'heure de la synthèse des pronostics de cette émission. La grille va s'afficher dans quelques instants sur vos écrans et vous allez pouvoir, messieurs, dames, amis téléspectateurs, noter donc cette synthèse. Match numéro 1, Metz-Marseille, on vous propose le 2. Nantes-Reims, le 1 et le N. Angers-Strasbourg, le N et le 2. Brest 3, le 1. Clermont-Saint-Étienne, le N et le 2. Lens-Bordeaux, le 1. Espagnol-Barcelone, FC Barcelone, le 2. Levante-Betis-Séville, le 2. Burnley-Liverpool, le 2 également. Tottenham-Wolverhampton, le 1. Leicester-West Ham, le N et le 2. Union Berlin, Borussia Dortmund, le 1 et le 2. Sassuolo, AS Roma, le 2. Et enfin, Atalanta de Bergame, Juventus de Turin. On vous propose le 1, le N et le 2, grille à valider avant dimanche prochain, 13 février à 9h55. Elle vaut 96 € cette grille, puisqu'il y a 5 doubles et un triple, mais elle peut rapporter 500 000 € pour peu que vous ayez bien tout simplement les 14 bons pronostics. Merci Pascal Bon. Mais merci Ronnie, et puis je remercie chaque semaine, on a de nouveaux téléspectateurs. Les joueurs du GFC m'ont fait un petit clin d'œil, ils suivent, ça veut dire que toutes les générations sont touchées. Merci pour cette reconnaissance et puis aussi un certain office notarial de Basse-Terre. Votre défi pour la semaine prochaine, c'est d'inviter quelqu'un du GFC ici à cette même place, à la place de Matt Lebuzz. Merci Patrice Basile. Merci, je salue mes amis du samedi après-midi
Ah, Baracada. Et les pompistes de la station? Oui, c'est ça. Parce que l'after, c'est à la station. Merci à Bruno Michovigne. C'est toujours un plaisir d'être là et puis on se prend pas la tête en toute décontraction et sympa ta présence parce que tu connais le ballon et tu kiffes des équipes que personne ne kiffe. Et ça, c'est vraiment que tu es un gros passionné, quoi. Je vous assure que Sassuolo a des supporters. Oui, Sassuolo, mais quand on parlait de Brest et tout. Non, mais Angers. En tout cas, merci à Matt Lebuzz et puis Merci à vous d'avoir cette émission aussi. on vous souhaite simplement que le spectacle de 14h soit rempli comme celui de 17h l'est déjà. Un rendez-vous avec Matt Lebuzz, n'oubliez pas, le 19 février prochain au Royal Riviera. Merci à tous, restez bien sûr sur Éclair TV, ce qui suit va forcément vous intéresser.